Bonjour et bienvenue dans le numéro 39 de Jaf ta mère, avec aujourd'hui la seconde partie de l'interview de maître Nathalie Elmaster avec une autre rubrique de Thierry Lavergne en guidance parentale, tout de suite après les infos, c'est après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Jaf ta mère. Alors, nous allons commencer par un petit coup d'humeur avec l'actualité. Encore une fois, le nouvel an est synonyme de mort, de suicide. Nous avons eu les 3 gendarmes tués pour des raisons que vous avez, je pense, tous compris juste avant les vacances. Et cette semaine, un père qui tente de s'immoler devant le tribunal de Quimper. Il a pris un bidon d'essence. Il se l'est versé dessus et il se l'est allumé avec un fumigène. Bon, il a été sauvé et on apprend que, comme par hasard, il était en cours de procédure de divorce avec un enfant et de l'intérieur en inside, il avait du mal à le voir. C'est insupportable, c'est absolument insupportable. Donc appel aux auditeurs, à partir de maintenant, recensons et listons ce type de faits divers, envoyez-les-moi par email ou via la page Facebook de l'association. Vous allez sur Association Équité Parentale sur Facebook, vous nous trouvez, le groupe national, faites contact et c'est moi qui reçois. Et puis vous, les journalistes, les experts, écoutez, contactez-nous sur ce sujet. Nous avons des propositions pour éviter une grande partie de ce genre de drame. Si vous nous écoutez régulièrement, vous connaissez nos propositions. Si vous nous découvrez, écoutez, tentez vous aussi de rendre le monde meilleur, évitez de faire des orphelins. Nous pouvons vous expliquer comment on peut en éviter beaucoup. RLP. Radio libre en Périgord. Thierry Lavergne sur RLP, aujourd'hui pédopsychiatre en libéral et en service public sur Aix-en-Provence et psychanalyste de profession. Monsieur Lavergne, vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Je suis très heureux de vous retrouver tous. Bonjour Stéphane. Oui, nous aussi, dans cette rubrique qui nous aide à nous occuper et à gérer nos enfants dans leur évolution. D'ailleurs, à ce titre, comment peut-on gérer l'éducation de son enfant quand, pour des raisons malheureuses, on est le seul parent disponible parce que par accident ou accident de la vie tout simplement, une famille monoparentale, on est soit une mère avec son enfant seul, soit un père avec son enfant seul, donc il manque la seconde composante. Comment fait-on ? C'est plus compliqué. Mais c'est pas du tout une tâche impossible, évidemment. C'est plus compliqué. Il faut le savoir. Et c'est pour ça que je recommande toujours, quand il y a un deuxième parent, de tout faire pour que le deuxième parent soit impliqué, même si quelquefois il s'agit d'un parent qui va pas montrer tellement d'intérêt pour parfois il n'est pas là. Il est décédé. Parfois il est vraiment physiquement absent. Et ça fait partie des situations de la vie qui ne sont pas nouvelles. Et la seule chose que je peux dire, c'est que c'est plus compliqué que quand il y a 2 parents. Mais il y a quelques précautions à prendre qui sont très simples. C'est que, et quand il y a 2 parents d'ailleurs, c'est compliqué aussi de toute façon d'élever un enfant. Et pour revenir à votre question sur les familles monoparentales, c'est vraiment... d'abord, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et ce qui est compliqué, en fait, c'est que l'enfant ne se sent pas emprisonné dans le désir d'un adulte et d'un seul adulte. Le grand risque, quand il y a un seul parent, c'est que l'enfant soit un petit peu mis sur un pied d'égalité avec le parent en question. Et du coup, soit l'enfant se retrouve adultisé, et là, c'est pas du tout bon parce qu'il a perdu son enfance, soit l'enfant en arrive même à inverser la relation et à protéger son parent qui, par exemple, est un peu triste d'être tout seul, etc. Et c'est l'enfant qui va servir à le consoler. Et du coup, c'est pareil, cet enfant perd son enfance. Voilà les risques, on va dire, majeurs qu'on peut rencontrer en clinique et sur lesquels on peut agir d'ailleurs pour éviter ce genre de situation. Dans la situation où le parent a une vie sociale, est très bien intégré et n'a pas de difficulté, je dirais, à faire du lien social avec d'autres personnes, mais est le seul parent
et le seul référent parental de son enfant, eh bien, je dirais qu'assez naturellement, ce parent-là va laisser l'enfant se développer avec l'idée que le parent s'occupe de lui, mais ne s'occupe pas de lui selon son bon plaisir. Il s'occupe de lui en référence à des règles que lui-même a apprises quelque part, en référence à des recommandations que lui-même a lues quelque part, en référence à ce que va dire l'enseignant sur son travail à l'école, en référence, etc., etc. C'est-à-dire que ce qui compte beaucoup pour l'enfant, c'est de savoir que le parent seul, qui l'élève, ne va pas l'élever sans qu'il y ait dans la tête de ce parent-là la possibilité pour que cet enfant grandisse et devienne lui-même un adulte. D'accord. Donc on ne s'approprie pas l'enfant et au contraire on lui tient un discours qui lui indique que ce qu'on fait pour lui est basé sur la raison et des références tierces. Absolument. Voilà, vous avez tout à fait résumé ce que j'essayais de dire. Oui, oui, c'est tout à fait ça. D'accord. Oui, oui, oui. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3, deuxième partie, avec maître Nathanaël Meister, un ancien praticien du parquet, qui aujourd'hui est avocat, qui nous a fait la semaine dernière un état des lieux, un bilan, une historisation de la situation qui était intéressante mais qui était un peu dramatique. Nous allons aujourd'hui lui demander son avis sur les possibilités éventuellement. Comment peut-on faire, monsieur Meister, pour améliorer tout cela pour le bien des enfants ? Écoutez, c'est une question très importante que vous posez parce que, en définitive, c'est la vraie question. La vraie question, c'est comment faire pour que les enfants souffrent le moins possible de cette situation que nous avons mis en place nous-mêmes. Et évidemment, c'est très difficile parce que on se rend compte que dans ces conflits familiaux, il y a très souvent un mort. C'est-à-dire qu'il y en a très souvent un des deux parents qui va se retrouver privé de ses droits. Ça va se faire à son détriment. Il va disparaître de la circulation, soit que lui-même se lasse des efforts considérables qu'il doit faire, soit que la justice l'élimine par suite de jugements trop sévères, et puis on se retrouve face à la situation où finalement la famille qui se fonde du renoncement de chacun à ses jouissances et à ses plaisirs, au profit d'une organisation où ce sont les devoirs de chacun qui doivent primer. À partir du moment où ces devoirs et ces renonciations ne sont plus socialement valorisés, mais où ce qui est valorisé, c'est être heureux, refaire sa vie, vivre à nouveau une sexualité épanouie, revivre en couple, vivre librement, sortir, s'amuser. Autrement dit, où les parents reviennent à un système qui n'est plus contraint par le devoir, mais vectorisé par le plaisir de la vie. Comment concilier toutes ces demandes? C'est bien le problème. Et comment faire pour que l'enfant ne soit pas témoin de ce qui se dissout, de ce qui s'exerce sans lui, et en se demandant lui-même quelle place il a dans tout ça, et comment il va faire pour s'en sortir. Et vous avez raison, c'est bien là une quadrature du cercle parfaitement impossible. Donc, un certain nombre d'associations se mettent en place, qui aujourd'hui demandent des choses simples, qui sont faire en sorte qu'un des deux parents ne puisse pas unilatéralement, sur des choix de vie qui lui sont propres, définitivement annuler l'autre parent. Autrement dit, rendre l'exercice de son accès à l'enfant impossible, par un déménagement brutal, par exemple, unilatéral, imposé à tous. C'est bien la moindre des choses. Oui, absolument. C'est bien la moindre des choses que lorsque l'on a accepté, que lorsque l'on a fait un enfant, on soit encore tenu par un certain nombre de devoirs à l'endroit de cet enfant et à l'endroit de son conjoint. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas s'en occuper et après les empêcher de s'en occuper lorsqu'ils le souhaitent et qu'ils le demandent. Ça, c'est clair qu'il y a un non-sens total. Et il faut cesser de faire que la séparation, que la dissolution du couple se fasse avec la désignation d'un vainqueur et d'un vaincu. Puisque aujourd'hui, c'est très souvent ce qui se passe. C'est mort au vaincu. Mort au vaincu et gloire au vainqueur. Ça n'est pas tolérable. Parce que l'enfant, lui, il a besoin de l'organisme de ses deux parents. Il a besoin de rester lié comme une branche à son tronc,
et la famille. Et lorsque vous coupez l'un des deux, mais c'est lui que vous amputez. Et c'est lui que vous rendez malheureux. Et une fois que lui est malheureux, ce sont les parents qui deviennent malheureux. Parce que dans une famille, s'il y a quelque chose qui est absolument indéniable, c'est que le malheur de l'un fait le malheur de tous. Ça reste quand même après la séparation, un organisme solidaire du point de vue biologique. Et lorsque l'enfant est malheureux, aucun des deux parents ne peut être heureux. Et lorsqu'un des deux parents est malheureux, aucun enfant ne peut être heureux. Donc, retrouver le sens de ce vécu solidaire organiquement de la famille est très important. Et effectivement, toutes les lois qui pourront mettre en avant la solidarité foncière des membres de la famille et les devoirs réciproques des uns envers les autres, même après la dissolution de la famille, seront des lois bienvenues. Et on parle aussi beaucoup de garde alternée. Il est évident que ça pose plusieurs problèmes, tout le monde en est bien conscient. Il est évident que des enfants qui passent d'une résidence à l'autre, c'est une sorte de nomadisme subjectif, qui a des conséquences. Ça a des conséquences. Faire chaque semaine ses valises pour aller d'un domicile à l'autre. Mais ma fille ne fait aucune valise, mais je suis désolé. Exactement. Il y a des enfants qui restent au domicile et c'est les parents qui se succèdent au domicile. Donc, il y a diverses formes, il y a diverses formes de garde alternée. Je veux dire, ma fille, on fait un changement de bras le vendredi qui se fait à l'école. Donc, l'un des parents la dépose le matin à l'école, l'autre la reprend le soir. Elle a sa chambre chez sa mère et chez son père. Elle a ses activités. Elle ne dépasse pas des bagages à droite et à gauche. Elle a accès à ses deux parents. Elle adore ça. C'est beaucoup mieux que de ne pas voir l'un des deux parents. Mais évidemment. Il n'y a pas de valise qui se trimballe à droite et à gauche. On est bien d'accord. On habite à 500 mètres l'un de l'autre parce qu'on a réussi à s'arranger par rapport à l'école. Et effectivement, l'équilibre de l'enfant est bien supérieur que si j'étais à 400 km en ne la voyant que la moitié des vacances scolaires. Hein, ça, c'est évident. Hein. Ne fait pas de ce mode de garde alternée le mode majeur de séparation d'un mystère. Ouais, comme nous le voyons en Europe du Nord, comme nous le voyons dans plusieurs pays. Alors, c'est effectivement une excellente question. Quand on a vu la levée de boucliers lors du projet La Tombe, et les difficultés que nous avons eues, nous avons co-signé plusieurs PPL avec M. Thierry Berger aussi, que vous connaissez, hein. Bien sûr. On a posté des documents à plusieurs dizaines d'associations, on a essayé plusieurs fois de faire des choses et tout, qui ont été retirées sur pression du parquet, de la magistrature, pardon, avant d'être... alors justement, vous qui avez un accès de l'intérieur, quelles sont ces forces qui ne veulent pas aller vers l'égalité parentale? Moi, j'y vois surtout, essentiellement les effets d'une certaine lâcheté politique, bien plus que de force venue de la magistrature. Je vois plutôt une lâcheté politique devant des lobbies activistes extrêmement structurés, qui sont des lobbies d'ailleurs féministes souvent par exemple, mais bon, enfin je veux dire, un grand nombre de femmes sont engagées du côté de la résidence. Oui, beaucoup de féministes sont engagées pour la résidence alternée. Beaucoup. Les lobbies les plus actifs et les plus menaçants vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des parlementaires, ils sont opposés.
Et il y a un effet de grande lâcheté à l'égard de ces lobbies, c'est tout. Et donc aujourd'hui en France, ils sont prévalents. Voilà. Et ce sont des forces qui luttent contre la famille. Ce sont pas des forces qui luttent pour la famille. Les forces qui luttent pour la famille en France sont pour la garde alternée, sont pour ce que vous dites, le maintien des liens organiques dans la famille. Par contre, il y a des forces qui luttent contre la famille en France et qui sont écoutées, et qui suscitent une peur, et qui font reculer les parlementaires. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Et vous le ressentez de l'intérieur, dans l'exercice de votre métier? Bon, écoutez, oui, bien sûr, tout le monde a peur, les juges ont... Oui, bien sûr, les juges ont peur. L'ensemble du corps social est assez effrayé par ces figures du militantisme féministe, absolument. Et il faut bien dire que c'est un effet de terreur tout à fait abusif et anormal que subissent les familles françaises, et les fonctionnaires comme les parlementaires sont très sensibles aux scandales potentiels, aux dénonciations, etc. Alors vous avez un discours extrêmement original pour un avocat. Que pensez-vous du fait qu'il soit obligatoire lors d'un divorce ou d'une séparation dans le cadre du mariage d'utiliser un avocat? Écoutez, pour le plus grand confort des gens qui divorcent, vous savez que maintenant on peut se dispenser du juge. Bon. Et ça se passe maintenant la plupart du temps lors d'une négociation entre avocats, dès lors que les deux parents sont consentants pour divorcer. Bon. Est-ce que c'est une régression ou un progrès? Est-ce que on doit regretter les bagarres autour du divorce pour faute? Non, mais la question sous-jacente, c'est... Non, mais la question, elle est simple. Est-ce que ce confort qui est donné aux gens de divorcer simplement à l'aide d'un avocat, est-ce que c'est un confort qu'on doit regretter ou qu'on doit aider? À cet égard, moi je crois que il faut l'aider. Je veux dire que on peut pas se passer aujourd'hui d'un avocat comme on peut pas se passer d'un notaire, parce que il y a des questions patrimoniales et des questions légales qui ne peuvent pas être laissées complètement à l'appréciation des parties. Ça n'est pas possible. Ça reste quand même un terrain technique. Ça reste un terrain où des sujets difficiles et patrimoniaux doivent être discutés. Alors qu'ils ne le soient pas devant un juge, mais qu'ils le soient entre deux avocats, ça donne quand même une souplesse et un confort. C'est tout de même pas rien, c'est un bénéfice pour les couples, et c'est quand même un bénéfice pour le système. Donc de ce point de vue-là, je crois quand même que, étant où on est aujourd'hui, de l'évolution sociale, je crois tout de même que c'est un grand confort qui a été laissé aux familles, etc. Maintenant, est-ce que vous dites que ce monopole des avocats pose un problème? Est-ce que l'action des avocats pose un problème? La question sous-jacente, c'est l'argent qui est drainé par les conflits familiaux et le fait qu'on ne puisse pas s'adresser tout seul dans le cadre du mariage qui s'arrête, par exemple, à un juge et qu'il faille absolument payer un intermédiaire qui va aller parler à votre place. Jamais un juge ne regardera tout seul et au nom du service public les milliers et les milliers de divorces qui viennent chaque année et qui sont extrêmement difficiles à régler, parce que les gens ont des patrimoines communs et qu'ils ont des enfants et qu'ils ont des historiques qui doivent être examinés. Chaque cas de divorce, c'est un cas sur mesure.
Alors il y a des cas plus ou moins simples, et donc les honoraires seront légers, mais il y a des cas très difficiles. Et il y a des cas vraiment qui mettent des années, parce qu'il y a des biens en indivision, etc. Oui, bien donc, sûr. Non, mais là, je parle pas d'enlever l'avocat. Je parle de l'obligation d'avoir un avocat. Il y a des cas où les gens sont d'accord. Monsieur et madame sont d'accord sur tout. Par contre, ils vont devoir prendre un avocat. Et nous nous rendons compte que parfois, l'avocat remet en place l'accord et met un peu d'huile sur le feu et ça complique un peu les choses. Et surtout, les gens ne peuvent pas. Donc on a un affaiblissement du mariage, mais aujourd'hui, pourquoi se marier alors que si on fait un Pacs ou qu'on fait une union libre, on peut se débrouiller tout seul pour gérer sa progéniture, alors que si on est passé auparavant devant un maire, on ne le peut pas. Mais écoutez, moi je peux pas répondre à votre... Chacun doit répondre... Donc je fais exprès parce que je vous tiens, que vous êtes là, c'est pour ça, j'en profite un petit peu. Mais vous avez raison, je veux dire, mais les questions que vous posez sont les questions que tout le monde se pose. Absolument, c'est pour ça que je la pose. C'est des questions que tout le monde se pose, je prétends pas avoir la réponse à faut-il se marier ou faut-il faire un Pacs. Ce que je constate, c'est que le mariage ressemble de plus en plus à un Pacs. Ensuite, est-ce qu'on peut tout seul... Vous savez, il y a quand même beaucoup de cas où des manipulations, des faiblesses dans le couple rendent nécessaire l'intervention d'un professionnel. Laisser trop de latitude à la séparation amiable du couple, c'est aussi laisser la porte ouverte à des lésions, à des manipulations, oui, à des choix qui voudront être remis en cause plus tard. Vous avez passé un certain temps la semaine dernière à critiquer l'intervention externe dans la famille par des personnes désincarnées sans expérience. C'est vrai, je parlais de l'intervention de l'État, mais l'avocat est un mandataire des parties et il est tout de même souhaitable, lorsque vous devez prendre des décisions sur votre patrimoine, de prendre conseil. Voilà. Le divorce, c'est quelque chose qui a des conséquences patrimoniales pour chacun, et tout le monde n'est pas forcément capable de prendre les bonnes décisions patrimoniales pour soi-même. Vous savez, moi je parle à des gens qui en sont à 20 000, 30 000, qui dorment dans leur voiture, qui se sont ruinés. Mais, vous savez, je connais des gens aussi qui se sont dispensés d'avocats et qui ont pris des décisions ruineuses pour eux-mêmes. Oui, bien sûr. Non, mais je vous parlais de l'obligation, moi. Je parlais pas de supprimer l'avocat. Je parlais de l'obligation. Moi, cette obligation, elle peut paraître, je comprends parfaitement qu'elle puisse passer pour une sorte de rente instaurée au profit d'une profession. En ce qui me concerne, je crois qu'il est très important, au moment d'un divorce, de prendre conseil auprès d'un professionnel, parce que vous pouvez très facilement, pour des raisons sentimentales, pour des raisons d'emprise, pour des raisons d'influence liées à la situation, prendre des décisions qui vous sont à vous-même défavorables. C'est le but d'un professionnel d'éviter cela. Et ça, je peux pas le dénoncer. J'ai vu trop de gens sacrifier leurs intérêts sous le coup de pression pour répondre immédiatement à l'attente du partenaire dans le cas d'une séparation. Oui, après nous avons des situations de procédure en procédure, nous sommes séparés par plusieurs années et c'est quand même un peu compliqué. Aller vers la déjudiciarisation des divorces, cela veut dire par exemple automatiser le fait que les deux parents ont accès à leur enfant, que l'enfant ne puisse pas déménager sans l'accord de tous les titulaires de l'autorité parentale, et puis d'automatiser les paiements des pensions alimentaires, notamment qui sont calculés par des grilles à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en fait se passer au maximum de l'institution. Bon, monsieur Nathanaël Master, quelle est votre actualité? Est-ce que vous allez sortir un ouvrage, faire des conférences? Écoutez, non, actuellement, je travaille sur des dossiers criminels à Paris qui, malheureusement, mettent en évidence d'autres lacunes, d'autres difficultés de la justice. Et il n'y a pas que la justice familiale qui connaît actuellement des difficultés considérables.
Il me semble également que vous intervenez, vous aussi, dans le monde audiovisuel. Vous faites vous aussi de la radio. Exact. J'anime une émission tous les 15 jours sur Judaïque FM consacrée au droit romain et au droit hébraïque, c'est-à-dire à ces savoirs anciens, ces savoirs juridiques anciens. Alors, c'est quel jour et à quelle heure? Eh bien, c'est un lundi sur deux sur Judaïque FM 98.4 à 10h35. Ça s'appelle Le droit et le travers et les podcasts sont consultables sur le site internet de Judaïque FM. Bon. À mon nom. Nous ne manquerons pas d'aller regarder. C'était Nathanaël Meister. Merci beaucoup pour RLP sur 102.3. Nous vous remercions de votre temps. Et puis si par hasard vous avez des choses à communiquer, une actualité ou des avis sur des réformes, n'hésitez surtout pas. Nous serons très heureux de vous donner la parole. Merci. Grand merci. Au revoir, Monsieur Lambert. À bientôt. Voilà, c'est la fin de ce numéro. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous nous voyez sur YouTube. Cette émission sera rediffusée sur 102.3 FM, RLP, Radio Libre en Périgord, ce mercredi à 16h. Et je vous annonce que dans quelques semaines, quelques temps, nous allons avoir un gros coup ici, vraiment un très 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 gros coup avec une personnalité d'envergure nationale. Alors restez connectés, prenez soin de vous, ne prenez pas de risques, faites attention à vos enfants. N'oubliez pas que lorsqu'on se bagarre trop, les gamins on les perd. Et lorsqu'on se bagarre encore plus, ce sont les gamins qui perdent leurs parents. Voilà. Donc, équitéparentale.com et l'association Équité Parentale sur Facebook pour le groupe national, ainsi que tous les groupes départementaux. À bientôt, bye bye, ciao, ciao. Love